Oh. 3, 4. Ah, j'adore faire ça. peux moi. essayer Oui, 3, 4. Non, mais Je me vengerai. Je me vengerai. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce mercredi ici à Saint-Cyr-sur-Mer. Nous allons encore vivre plein de belles aventures ici dans le Var. Oh oui, alors au sommaire aujourd'hui, on va parler de sentiers sous-marins. On va écouter de la musique aussi, des percussions endiablées, vous allez le voir. On va aussi rencontrer des commerçants pas comme les autres. Et je vous propose de commencer tout de suite avec un musée plein de charme. Oui, nous allons parler d'un site antique qui est présent ici à Saint-Cyr-sur-Mer depuis, oh mon Dieu, combien d'années! Et nous recevons Mireille Viguier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente des Amis du musée de Torrentum. Oui. Alors déjà, donc c'est un musée gallo-romain, Oui. vous allez nous en parler. Qu'est-ce qu'il a de particulier finalement ce musée? Bien, c'est un musée qui est in situ, c'est-à-dire c'est assez exceptionnel. Il est dans une villa maritima gallo-romaine qui date du 1er siècle et qui a quelques particularités parce que il y a de très très belles mosaïques noires et blanches qui correspondent à la mode italique romaine du 1er siècle. Mais alors, excusez-moi de vous couper, une villa romaine du 1er siècle, ça veut dire que les Romains venaient ici passer leur été à la plage, manger des churros et... On peut dire voler. ça parce que la villa maritima, effectivement, contrairement aux villas rustica, était des villages, on pourrait dire, nouvelle mode à cette période, et celle de Saint-Cyr est très proche des villas maritima que l'on peut trouver aux alentours de Rome, vers Ostie. Mais c'est une villa particulièrement riche. C'est une on villa imagine très, que le très propriétaire belle. de la villa qui venait ici en vacances était aisé. Vous me disiez que c'était peut-être un chef de guerre, enfin du moins un chef On pense que c'était militaire quand même ou... à l'origine une personne qui était très riche pour investir avec les matériaux que l'on a retrouvés sur place. Ça nous laisse supposer quand même quelqu'un de très très important. D'accord. Et d'ailleurs, par rapport aux fresques et aux mosaïques qu'on trouve dans la villa, on a des indices sur Eh bien, qui était là. déjà les mosaïques, Oui. ensuite tout le décor pariétal que l'on a pu retrouver, qui laisse supposer que c'était un décor qui correspondait à ce qu'on appelle la période du 4e style pompéien. Ensuite, on a trouvé un magnifique, exceptionnel tombeau-maison dans le site, Oui. à quelques 400 mètres du site, dans la partie où il y avait les inhumations à la Villa Donata. Il y a un très très beau tombeau-maison, c'est vraiment vraiment exceptionnel. Et puis vous avez également un dolium entier. Alors ça, Un dolium. Oui. Qu'est-ce que Qu'est-ce c'est qu'un donc un dolium? C'était des réserves, il y D'accord. avait une quantité de réserves. Celui-là est entier, c'est assez rare de pouvoir en trouver un entier. C'est donc un lieu rare qu'une association rare fait vivre. Exactement. Bien, c'est ouais. grâce à cette association qui a été créée en 1927 que le lieu a été préservé. Bon, bien sûr, il a été énormément utilisé au cours des siècles, puisque Oui. on pense que la dernière utilisation du lieu, c'était vers le 4e siècle après. Et ensuite, il a été démantelé pour construire une partie des villages comme Saint-Cyr ou la Cadière plus tard. Par contre, ce que l'on est sûr, c'est que la villa a été créée dans la première partie du 1er siècle. Très bien. Alors, cette cette villa... association, voilà, Oui. cette association est très, disons qu'elle aide forcément à faire vivre ce lieu qui est assez incroyable. Et je crois qu'il y a des expositions d'art contemporain, des concerts de jazz, ça bouge, hein? C'est grâce à l'association que le site est préservé, et surtout en partenariat avec la municipalité de Saint-Cyr, parce que si nous n'avions pas le partenariat avec la Bien sûr. municipalité de Saint-Cyr, nous ne pourrions pas exister. C'est elle qui prend en charge quand même les plus gros travaux de restauration. L'association est là pour faire connaître le lieu, pour le dynamiser, et nous organisons donc des concerts de jazz avec la municipalité, et nous avons une exposition d'art contemporain chaque année pendant les mois d'été.
visiter. Et il y a beaucoup d'enfants aussi qui viennent voir cette maison. Cette époque romaine, elle les fascine sûrement. Alors nous essayons de diffuser au maximum, notre but quand même est d'essayer de diffuser au maximum ce site. Et pour cela, notre équipe de bénévoles, parce que c'est quand même des bénévoles, notre équipe de bénévoles fait des visites des scolaires de toute la région. Et cette année, nous avons eu à peu près, au niveau des enfants et des scolaires, on a largement dépassé les 1000 enfants. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme remarque? On vous demande si Astérix et Obélix sont passés par là un jour. Bon, il faut s'adapter. Hein. Chaque niveau d'enfant s'adapte. Et puis, les maîtresses essaient de les préparer avant la visite. Nous avons nous-mêmes des questionnaires que nous leur remettons. Et après, quelquefois, on a des scolaires qui nous envoient un rapport de ce qu'ils ont vu, comment ils ont pu comprendre la façon dont s'est passée la visite et ce qu'ils ont pu en retenir. Et c'est extrêmement intéressant et passionnant. Oui, c'est la récompense. Oui, pour nous, c'est très important. Donc on ne peut qu'inciter tout le monde à venir ici à Saint-Cyr-sur-Mer pour aller visiter cette belle villa. C'est la seule villa maritima encore existante à ce jour. Et la ville en est très fière de ce site. C'est très bien, on viendra vous voir. Merci beaucoup pour cette belle visite virtuelle. Hein, on n'y était pas, mais on va y aller, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est l'heure de notre casting déjà. Mon Dieu, l'heure sonne déjà, comme le temps passe vite. Ça passe très vite. Bonjour. Bonjour, on retrouve Anthony Monnier. Alors Anthony Monnier, vous êtes libraire. Anthony, il s'installe sur les plages, c'est un peu le libraire beach boy, on peut dire ça, non? Oui, je m'installe à côté de la plage. À côté de la plage, oui. À l'ombre, comme ça les livres sont nickel, impeccables. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Alors il y en a pour tous les goûts, j'ai un côté jeunesse, un côté poche aussi, avec la conjoncture c'est important d'avoir des livres à bas prix. Bien sûr. Et puis toutes les nouveautés aussi avec la rentrée littéraire qui se profile et les prix qui vont être décernés. Mais racontez-nous cette aventure alors, quelle idée d'aller se mettre sur la plage là. Les gens arrivent avec leurs gros pavés de littérature un peu de plage, on lit beaucoup pour se détendre. Qu'est-ce que vous proposez vous sur cette plage? Eh ben, écoutez, c'était un pari que j'avais fait il y a 3 ans, j'avais eu la possibilité d'avoir un local pour pérenniser l'activité de la librairie. Et je pensais que c'était un lieu assez original, les Lecs, et un lieu aussi mystique, quoi. C'est contemplatif, donc propice à la lecture. Ah, bah parce que vous êtes un poète, vous dites tout ça. Il y en a beaucoup qui vont eu le temps pour se baigner. Oui, ça dépend. Quand il y a le Mistral qui souffle, les gens sont obligés, on va dire, de lire. De s'orienter vers autre chose. Voilà. D'accord. Alors quel est le contact avec ces vacanciers, avec ces gens qui sont là pour se détendre et se baigner? La littérature, je le disais, de l'été est plutôt une littérature légère. Est-ce que vous essayez de les orienter vers une littérature plus littéraire, on va dire? Oui, tout à fait. Ils viennent chez moi avant tout pour trouver un conseil. Et un conseil original. J'essaie de sortir des sentiers battus et proposer d'autres auteurs que Marc Lévy, Musso, et, Barbara Taylor, Marie-Guise Clark. Ça peut être une très bonne littérature pour se détendre, attention. Mais c'est pas celle que je conseille. Il faut savoir aller découvrir, il faut être un peu farfouilleur quand on aime la littérature. Voilà, et puis il y a tout le côté jeunesse qui tient encore bien debout. Et ma moyenne d'âge des clients, en général, c'est 11 ans. Donc alors je suis très étonné par cette affirmation. Vos meilleurs clients sont des jeunes. Voilà, tout à fait. On dit que les jeunes ne lisent plus. C'est faux. C'est faux, tout à fait, oui. C'est rassurant. Voilà, les petites filles lisent un peu plus que les garçons, mais il y a encore des jeunes qui lisent, oui. Alors qu'est-ce que vous conseillez justement sur la plage? On va faire un petit coup de cœur du libraire aujourd'hui, voilà. Rapidement, 3 livres, 3 livres coup de cœur, qui est incontournable selon vous. Voilà. Pour les jeunes... Alors, je vais les prendre pour les présenter à la caméra. Là-bas. Oui, ça c'est des petits contes de la Méditerranée. En première lecture, c'est impeccable. Avec beaucoup d'humour. Il y a Philippi la sardine, Pouloupou le poulpe. Vous voyez, elle joue sur les mots, sur les consonants. C'est très rigolo. C'est en 2 tomes et c'est une auteure de Marseille. Ok, c'est de Marseillais, c'est très bien, on aime. Ça, ensuite. Ça, c'est plus pour rigoler. Ça vient de sortir justement à l'occasion. Les perles du bulletin de notes, je peux en lire une au hasard, elles sont toutes bonnes. Franchement, bruyant à l'oral, brouillon à l'écrit. Voilà. C'est que des effets de style comme ça. D'accord. Cet élève a 2 cerveaux, l'un est parti à la recherche de l'autre. Donc ça, très drôle. Comme quoi, les profs ont de l'humour. Ouais. Ok. Ah, là, on passe à plus sérieux peut-être. Oui, ça c'est pas plus sérieux, plus magique on va dire. C'est une auteure française qui mérite d'être connue et reconnue. Elle a écrit 2 romans. Le premier se passe à Barcelone. C'est une petite fille qui est capable de recoudre les cœurs. Mais c'est une métaphore
voyez, elle recoue les cœurs brisés, toutes les choses, voilà. Et elle vient de sortir un nouveau livre qui se passe au Moyen-Âge. Ouais, hop, on peut succéder avec, faire la succession sur l'autre livre. Et celui-là, je pense que c'est mon pronostic pour le prix Goncourt. Elle est en lice. Carole Martinez, du domaine des murmures. C'est très magique, très poétique. C'est aux éditions Gallimard. Tout à fait. Bravo pour ces coups de cœur, merci. Mais vous avez un appel à faire si vous êtes à notre casting du 13h. C'est que vous avez un appel, on vous retrouve avec grand plaisir près de la plage, là-bas au Lec. Mais bon, l'hiver, c'est pas possible ça. Non, ça va commencer à se compliquer au mois de novembre. Alors vous avez 30 secondes face à notre caméra pour tout nous dire sur votre appel. Oui, voilà, donc je poursuis l'été indien au Lec où je suis installé au Square Ferrier. Par contre, quand le temps va se gâter, ce serait bien que je retrouve un local adapté à mes besoins. Donc il me faudrait un petit local de 25 mètres carrés dans la périphérie de Saint-Cyr, si possible au Lec, et je peux monter plus haut jusqu'à la gare. Voilà, pas trop cher aussi. Avec une petite terrasse. Voilà, les livres, ça fait pas de bruit, c'est sympa et ça amène que des gens, que des gens intéressants, hein, on va le dire. Donc il faut pas hésiter à vous trouver un petit coin pour passer l'hiver au chaud. Merci d'avoir été avec nous. Si vous aussi vous voulez venir participer à ce casting du 13h, rien de plus simple. Vous le savez, vous cliquez sur notre site internet France 3 Provence-Alpes, vous allez sur notre site 13h avec vous et vous remplissez un petit bulletin. Vous venez ici à la place de notre ami libraire. Nous allons inaugurer une nouvelle séquence dans notre émission qui est le courrier des réclamations. De la même façon que vous pouvez vous inscrire pour le 13h avec vous ici pour le casting, vous pourrez aussi nous envoyer vos courriers des réclamations que nous allons transmettre. Aujourd'hui, c'est Gisèle qui nous écrit: Chère Nadia, cher Hervé, j'ai 58 ans et je n'ai jamais osé révéler que je ne savais pas nager. Récemment, j'en ai fait l'aveu à de proches amis qui m'ont affirmé qu'il était sûrement trop tard pour moi pour apprendre. Je suis sûr que je pourrais leur prouver le contraire. Pouvez-vous m'aider, Gisèle? Bien sûr. Et au 13h avec vous, nous avons tout simplement pris le meilleur des nageurs. Et oui, Hervé, bien sûr, je suis en compagnie de Pascal Loustano. Bonjour Pascal, ça va? Oui, alors on va mettre bien on va mettre le micro comme ça. Alors effectivement, on va répondre à Gisèle. Le temps déjà de vous présenter, vous êtes passionné par les sports d'eau. Est-ce qu'on peut revenir sur ce parcours incroyable? Ça a commencé comment? Et oui, je pense que ça a commencé très petit, puisque très petit, oui, je crois que je suis tombé dedans quand j'étais petit, on peut dire ça. Ouais. Et depuis, j'en suis plus ressorti. Voilà, c'est vraiment une passion. Papa nageur, papa entraîneur, le monde de la natation m'a fasciné. Et voilà, vraiment tout dans la passion. Tout dans la passion, et puis ça a continué jusqu'à finalement aller très très haut. Vous êtes devenu athlète de haut niveau. Alors autant faire les choses bien, c'est peut-être mon esprit de compétition qui a pris le dessus, et c'est vrai, participation aux Jeux Olympiques de Barcelone avec l'équipe de France de waterpolo. Waterpolo en 92. En 92, super. Puis ensuite la possibilité, là, oui, voilà, avec l'équipe de France de waterpolo, une grande amitié qui se crée avec tous des collègues qui font chacun leur parcours ensuite, et puis voilà, 10 ans passés au Cercle des nageurs de Marseille. Et puis la possibilité de créer, de pouvoir aller chez les gens, donc Pascal Natation tout simplement. Pascal Natation, c'est votre association qui est d'ailleurs parrainée par Alain Bernard. Voilà, très sympa, le champion olympique du 100 mètres nage libre, très sympa, très simple, voilà, qui par connaissance m'a donné ce coup de pouce. Et quand une carte de visite parrainée par Alain Bernard, quoi de mieux pour donner confiance aux gens, pour leur donner envie de nager, et voilà, puisqu'il relaie une image parfaite de la natation d'aujourd'hui. Entre champions, vous vous donnez des conseils, non? Je ne sais pas. Alors entre champions, oui, alors moi je viens un peu plus du waterpolo, lui de la natation, donc on a chacun notre particularité, mais au milieu il y a l'eau. Et l'eau, c'est ce point commun qu'on a entre nous. Et moi, j'ai toujours eu la passion de donner envie aux petits. C'est surtout les petits, apprendre à nager. Et j'ai continué avec les grands. D'où la possibilité pour les gens qui ont peur de l'eau. Ce qu'on appelle l'aquaphobie. L'aquaphobie. Est-ce qu'on peut répondre à Gisèle, justement? Voilà, Gisèle, est-ce que c'est possible? 58 ans, Gisèle. 58 ans de se jeter à l'eau. Aucun problème pour Gisèle, aucun problème. Au contraire, ce que je dis en premier, quand les gens arrivent, tout le monde est capable de flotter. Et pourquoi pas vous?
Il suffit de les mettre en confiance. Alors la possibilité d'aller dans les piscines privées à domicile, c'est vrai que les gens sont dans un cocon, se retrouvent chez eux, dans un milieu qu'ils connaissent bien. Et à ce moment-là, on se met dans l'eau avec eux, on les accompagne, ce sont des paroles douces. Voilà, se laisser flotter est tout naturel en fait, pour tout corps. Comme on a bien entendu ça quelque part, là, tout corps flotté dans un... Oui, on va pas faire de la physique, mais... Ouais. Voilà, et donc ça veut dire qu'on peut vraiment désamorcer toutes les peurs, même chez les enfants qui vraiment ont peur, parfois même de la douche. Voilà, vous avez plusieurs degrés dans l'aquaphobie. Vous avez les personnes qui ont peur de l'eau et qui ne peuvent pas mettre le visage dans l'eau. Donc on va commencer par aller dans un endroit où on a pied, on va les accompagner, leur habituer à mettre un masque au départ, mettre une paire de lunettes, mettre sa tête sous l'eau et commencer à souffler, à se sentir bien, à marcher, à les accompagner en leur tenant la main. En leur tenant la main. C'est vraiment step by step, tout doucement, progressivement, on leur donne confiance. Voilà, la règle c'est vraiment de les accompagner, d'être présent. Et moi c'est pour ça que dans ma formation avec eux, je me mets dans l'eau avec eux, en situation avec eux, et c'est ce qui les rassure énormément. Donc c'est être à l'écoute, prendre son temps et vraiment essayer de, au coup par coup, désamorcer les craintes. Voilà, et puis il y a des étapes, petit à petit, les gens, une dame, je l'invite à venir me voir si elle n'est pas loin. Écoutez, Gisèle, ça lui fera sûrement plaisir. Au contraire, bien et puis sûr. à venir me voir. Et puis j'ai des gens qui sont venus comme ça, on va dire de la même tranche d'âge, et qui maintenant nagent le crawl, vont nager en mer tranquillement, tournent autour du bateau et n'ont plus aucun problème. Bon, ça donne beaucoup d'espoir. Ça, vous voyez, Gisèle, donc Pascal est à votre disposition et tout est encore possible. Merci beaucoup, Pascal. Hervé, oui. Vous vouliez nous présenter quelqu'un, je crois. On va rester dans le monde de l'eau magique et fantastique de l'eau. Depuis que nous sommes bébés, nous trempons dans l'eau. Voilà pourquoi on aime tant cet univers. Et j'ai avec moi Éric Jourdan de l'Atelier Bleu. Bonjour. Cet atelier est une association qui a beaucoup d'activités. On pourrait parler pendant des heures de cette association, mais on va parler principalement de son activité qui est de faire découvrir aux petits et aux grands aussi le milieu marin et d'apprendre à le respecter, ce milieu marin. Racontez-nous tout ça. Tout à fait. L'approche de l'Atelier Bleu, c'est d'intervenir dans la sensibilisation à l'environnement, et la sensibilisation à l'environnement peut commencer par une découverte active du milieu au travers d'activités de loisirs comme le sentier sous-marin qu'on met en place donc sur différents sites. Alors ça nous a plu beaucoup avec Nadia. On a envie de mettre notre masque et nos palmes et notre tuba. Racontez-nous ce parcours sous-marin, faites-nous plonger un peu avec vous. Alors l'activité se déroule en deux temps. Il y a un temps au sec où on parle de la Méditerranée. Richesse, fonctionnement, fragilité, place de l'homme dans le milieu. Ensuite, il y a un temps d'équipement, c'est le moins rigolo parce que c'est souvent là où il y a un petit peu des contraintes. Voilà, le matériel obligatoire, c'est évidemment le néoprène pour pas avoir froid et puis pour aider à flotter, et puis le masque pour voir ce qui se passe sous l'eau. Et ensuite, on part à la découverte du milieu pour mettre du vécu, des sensations, des émotions. Vous arrivez à communiquer sur l'eau alors pour faire découvrir ce milieu marin? Alors, on reste en surface, l'activité se déroule en surface avec un masque, un tuba. Lève ton tuba. C'est exactement ça. Il y a ceux qui restent scotchés à regarder le fond. On voit quelques images de votre activité en ce moment sur vos écrans. Alors très bien, on doit voir les fonds marins magnifiques de notre région. Qu'est-ce qu'on découvre de beau là rapidement apparemment vous plongez parce que votre activité, votre bureau, on va dire, c'est pas mal, c'est le port, c'est la calanque du port d'Allon. Alors une partie d'année c'est la calanque du port d'Allon effectivement. C'est pas mal. Il y a pire comme bureau. Une autre partie d'année c'est le parc du Mugel. Donc c'est vrai tout à fait à La Ciotat, donc on a quand même beaucoup de chance. Mais donc l'important c'est pas tant la richesse du milieu, c'est le regard qu'on peut porter dessus, parce que souvent les gens qui vont seuls, il n'y a pas forcément d'aptitude au regard, et donc on passe à côté de beaucoup de choses sans les voir. Et donc l'activité de sentier sous-marin permet, en étant un guidé accompagné par une personne qui connaît, justement de porter un regard sur le milieu qui est différent et des choses anodines peuvent prendre du sens. Votre mot d'ordre, c'est comprendre et connaître le milieu pour mieux le protéger. Si on ne le comprend pas, si on ne le maîtrise pas. Ça démarre même par le plaisir. Prendre du plaisir dans la découverte. D'accord. Et alors ce parcours sous-marin, et ça vous devez en être très fier parce que c'est une très belle action, il est accessible aux personnes handicapées. Alors tout à fait, alors on a commencé à développer ce type d'activité avec l'ensemble des publics, donc les jeunes gens, les moins jeunes, les familles, les seniors, les personnes en situation de surpoids. Et puis un jour on s'est retrouvé confronté on a rencontré des gens qui nous ont dit et moi est-ce que je pourrais le faire avec vous? Et cette personne était en fauteuil. Et donc on lui a dit on va essayer, et on a mis en place, on a développé une démarche spécifique pour pouvoir accueillir dans cet environnement naturel et pour la découverte du milieu des personnes en situation de handicap. Donc ça a commencé avec les personnes à mobilité réduite, ça se prolonge
avec d'autres formes de handicap, des personnes donc qui ont une déficience sensorielle, auditive ou visuelle. Alors vous avez de très belles images qu'une société de production vous a réalisé, voilà, un modèle, parce qu'elle vous a bien aidé sur ce coup-là. Et elle nous aide parce qu'elle nous a offert ces images. C'est l'agence Sistab Rosa effectivement qui a réalisé un petit film donc sur ce thème-là, et ce sont des activités qu'on développe en ce moment. D'abord parce que c'est important de pouvoir que l'ensemble des personnes aient accès à l'environnement, et ensuite parce que c'est aussi un enrichissement important pour les intervenants d'arriver à travailler des publics contraints, parce qu'ils doivent se remettre en question et se poser de nouvelles questions. Les gens handicapés sortent de l'eau et racontez-nous ça. Il y a des mots, des fois, c'est je m'étais pas mis à l'eau depuis 10 ans, ou j'avais jamais vu ça, et effectivement, les sourires, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sourires. Ça doit vraiment être formidable comme témoignage, ouais, c'est sûr. Et puis il y a surtout le côté partagé, parce que c'est souvent les activités, on sépare les gens, et l'activité de sentier sous-marin elle permet de regrouper sur une même activité des familles, des enfants, des parents, des grands-parents, des personnes en situation de handicap qui d'habitude sont laissées de côté pour des activités de loisirs, de découverte. Alors partagez, vous disiez partagez, je vous coupe un peu parce qu'on a peu de temps, alors forcément il faut aller vite. Mais oui, mais c'est très bien, c'est ce qu'on aime. Partagez, parlez-nous d'Ecorem du coup, c'est un projet, un vaste projet. Ça c'est un beau projet. Effectivement, l'inauguration vient d'avoir lieu très récemment, et donc Ecorem, on utilise l'outil internet, et ce projet c'est un facilitateur pour développer donc des projets de protection de l'environnement à l'échelle de la Méditerranée. Parce que je crois qu'il y a une mise en réseau des informations. Exactement. Les associations essaient de grappiller des moyens pour faire des actions, et puis souvent on peut les fédérer ces associations, et du coup faire des actions encore plus belles, plus imposantes. Vous avez tout compris, c'est exactement ça. On est content, mais qu'est-ce qu'on travaille? Non, mais en tout cas, c'est une idée géniale. Cette mise en réseau des informations, il fallait y penser. Et alors, on pourrait parler de plein de choses sur cet atelier bleu, notamment de l'éco-participation avec les plaisanciers l'été. La campagne éco-gestes pour la Méditerranée. L'éco-gestes, voilà, pardon, j'oubliais le terme, l'éco-gestes. Actions de sensibilisation, tout à fait. Plein de choses, mais je vais être obligé de vous arrêter, c'est horrible. Mais en revanche, vous avez un très beau site internet que nos téléspectateurs peuvent aller voir. Allez sur atelierbleu.fr. Voilà, ils pourront ça, ils pourront vous contacter, et c'est fantastique. Et on parlait de la calanque du Port d'Alon. Il y a notre ami Jeff Carias qui est allé la visiter. Hein, eh ben, regardez, voilà ce qu'il en a vu, lui. Ouais. Hello, welcome. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis, à New York exactement. Et oui, les producteurs, les dirigeants de la chaîne ont enfin compris le potentiel qu'était mien, et ils m'ont envoyé ici, in the USA, New York, la capitale du hot dog. Arrête, John. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ridicule. On voit bien que tu n'es pas à New York. Franco, je t'avais demandé de faire un plan serré. Évidemment, maintenant, c'est ridicule, c'est loupé. Bon, on est à Saint-Cyr-sur-Mer. C'est pas mal non plus. Saint-Cyr-sur-Mer, c'est le camping que ce village évoque. Nous sommes allés rencontrer Béatrice Michaud, qui est la patronne du camping du Port d'Alon, un camping 2 étoiles. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il a de si différent des autres campings? Justement, c'est pas un camping qui est super luxueux. Les gens qui viennent ici, viennent pour la nature. Et la verdure. La verdure, le contexte, il y a des calanques à 400 mètres. Et des fois, quand les gens me demandent qu'est-ce qu'il y a dans votre camping, je dis c'est un camping comme on trouvait dans l'état d'esprit des campings d'avant, chose qui est rare. Jeff, tu vas où là? Bon, Viviane, oui. Tu passes ton 6 mois par an dans ce camping. Pourquoi? On a envie de te dire, tu as été condamnée, Non. Est-ce qu'il y a des femmes célibataires? Oui. Très bien. Ça m'intéresse. Moi? Oh, le rentre dedans qu'elle peut faire. Mais non, c'est faut rigoler. Non, j'en ai une qui campe là-haut. Ne me le passez pas, ça. C'est quoi votre quotidien ici, le quotidien, c'est pas... Le matin, j'ai l'impression que c'est tiercé. Il y a tiercé. Flore, vous êtes breton, bon, c'est pas grave. Non, vous pouvez rester. Oui. Vous venez ici, alors, 1 mois par an et toujours en septembre? 2 mois. 2 mois quelquefois. On vient mai, quelquefois. Et septembre. Mais qu'est-ce que vous faites en juillet et août quand tout le monde est en vacances? Nous, on est chez nous, on reste à la maison. Je suis avec Johnny, un ami hollandais. Johnny, qu'est-ce qui vous plaît ici, dans ce camping? De camping is leuk en klein. Leuk en klein. Leuk en klein. En we worden hier altijd zeer hartelijk ontvangen. Zeer hard? Hartelijk. Ah. On est à 100 mètres de la mer. Ouais, mais c'est pas une vraie mer là-bas. Oh non, tiens, elle est aussi belle qu'ici.
Ouais, mais elle est verte, il fait... Elle est verte. Elle est froide. Oh non. Elle est fraîche, disons. Ouais, Faut pas dire qu'elle est froide. On fait beaucoup de pêche à pied, tout ça. Vous pêchez quoi, le phoque là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Le pingouin? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Problematisch? Als er eens een keer een probleem is, misschien eens een keertje elektriciteit, een koppeling, of een stekkertje of zulke dingen. Maar normaal zijn hier geen problemen. Mais ça, niet. Nee. Pourquoi tu viens toujours ici? Parce qu'on respire bien, déjà. On est au calme, des petits oiseaux. On les entend. L'apéritif, c'est royal. Ici, c'est... Ah oui. Il faut qu'on prenne l'apéritif. Mais vous buvez quoi? Du whisky Charente? Du whisky. Du whisky? Ouais. Pas de pastis? Et ma femme, du punch. punch. Que je fais. Vous faites du punch vous-même? Bah oui, vous voulez le goûter? Bah oui. Ah ben volontiers. Bah, ça me paraît évident. Et puis alors attention parce que on est des alcooliques, moi. Hein. Ah ben ça fait rien. Bah, faut pas nous la dire deux fois. Hein. Bah, comme ça, à 4, on se rassis. Comment on dit merci en talent? Comment on dit? Oh, ik dank u. Dank u? Dank u wel. Bon ben voilà, c'était Saint-Cyr-sur-Mer. On ne peut pas partir de Saint-Cyr-sur-Mer par contre sans avoir mangé une glace de chez Popol, le délicieux glacier, qui se trouve sur le port. Jeff, c'est une tache. Où ça? Là. Nadia, mais où sommes-nous? Nous sommes en Afrique. Nous étions il y a quelques secondes à Saint-Cyr-sur-Mer. Mais oui, nous y sommes toujours sur la place Portalis. Mais nous allons voyager avec un groupe fantastique de djembé qui s'appelle les Calanquais. C'est ça, Calanquais. On va les retrouver tout de suite, on y va. C'est parti. Bonjour les Calanquais, merci beaucoup d'être avec nous. Oh là là, quelle belle musique, quel beau rythme. Magnifique. Alors on reçoit effectivement le groupe Calanquais avec Denis Decory, ça va? Ça va bien, impeccable. Alors qu'est-ce que vous proposez? On l'a un peu compris, hein, c'est de la musique africaine, des percussions, c'est ça? Tout à fait, l'association Calanquais qui existe depuis 2006 à Saint-Cyr-sur-Mer propose des ateliers de danse et de percussion africaines. D'accord, et le but c'est donc sensibiliser, j'imagine. Le but c'est avant tout de promouvoir partager. les danses et les percussions africaines, plus précisément d'Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Burkina alors, Faso. racontez-nous quelque chose, c'est que les gens qui viennent voir votre association pour venir apprendre, pour venir découvrir tout ça, ils viennent pourquoi? Parce qu'ils entendent du bruit dans la rue, que vous faites beaucoup de bruit avec votre djembé? Ou alors est-ce que vous avez beaucoup de monde qui apprécie cette culture africaine et qui cherche? C'est un peu les deux, il y en a qui viennent pour découvrir, il y en a qui viennent pour... le djembé permet une approche très facile pour se lancer dans la musique aussi. Ah, on peut facilement accéder. Tout à fait. On cherchait l'instrument avec Nadia, facile d'accès. C'est l'avantage du Vous l'avez djembé. vu tout à l'heure, elle avait un peu de mal. Donc voilà, donc il y en a qui c'est des passionnés de l'Afrique qui viennent se rapprocher avec cet instrument-là. Donc voilà, donc c'est accessible à tous. On peut venir jouer toute l'année. Vous organisez aussi des stages. Comment ça se passe? On organise des stages durant l'année. En fin d'année, en fin de saison, on dit le 21 juin, nous faisons le spectacle. Un spectacle de fin d'année de l'association qui se déroule au Quai Gélu au Lec. Ah, le Quai Gélu au Lec. Le 21 juin. 21 juin. Le 21 juin, on va faire des rythmes. Et alors, vous avez des folies, des fois des envies de mélange d'instruments et vous vous retrouvez avec des... Ah oui, ils n'ont pas peur. Oui, ils n'ont pas Oui, peur. Racontez-nous un peu ces mélanges. Qu'est-ce que vous pouvez greffer sur du rythme africain? Je ne sais pas, de la cornemuse? Exactement, en fait, ça c'est un projet qui est en dehors de l'association Calanquais. C'est un projet que j'ai mis en place qui s'appelle Tapage Piéton et qui permet entre autres aux élèves qui découvrent par le biais de la musique, par le biais des instruments africains, de pouvoir se greffer à un collectif musical et d'approcher le spectacle côté artistique à travers des instruments comme la cornemuse. Comme la cornemuse avec voilà, des djembés. Exactement. Priori, Donc, qui s'appelle Tapage Piéton, donc le collectif, où c'est un collectif de troupe de rue, de danse et de percussions afro-contemporaines. D'accord. Wow. Quelles sont les remarques qu'on vous fait quand vous passez comme ça et que du coup c'est des rythmes très entraînants, ça met le feu? Ben, exactement, en fait c'est des rythmes qui sont accessibles à tout le monde et il suffit d'aimer la musique, d'aimer le rythme. Et combien de temps alors d'apprentissage pour se retrouver avec le groupe Calanquais ici comme ça pour ça jouer dépend, ensemble? ça dépend de chacun, ça dépend des capacités de chacun, ça peut être très rapide et puis voilà. C'est vrai que c'est très ludique en tout cas. Hein, tout à fait, c'est l'avantage de nos ateliers, que ce soit la danse et la percussion, c'est des ateliers avant tout très ludiques, accessibles à partir de 7 ans.
partir de 7 voilà. ans. Donc D'accord. c'est Et est-ce bon que pour vous avez des conseils pour le voisinage, par exemple, quand on travaille un instrument comme celui-là? C'est sûr que on se dit que oui, c'est superbe, mais c'est sûr que quand on fait ses gammes le soir, le djembé, c'est un instrument qui est parfois un peu mal vu parce qu'il est utilisé souvent dans des endroits où, voilà, où il faut savoir respecter l'environnement, l'entourage. Donc c'est sûr que voilà, on ne peut pas le jouer n'importe où à n'importe quelle heure. Alors parlez-nous une chose, alors on plaisante évidemment sur ces instruments et sur évidemment qui sont sonores, mais la musique africaine, les rythmes africains, parlez-nous de ça, de ce pulse, qu'est-ce que ça fait vivre en vous tout ça? Avant tout, moi c'est une passion donc j'ai découvert le djembé il y a plus d'une dizaine d'années. Et voilà, depuis, c'est quelque chose qui s'explique pas des fois, ça prend ici. Et vous faites partie de ceux qui tapotent toujours sur les tables pendant que... C'est vrai qu'on me le reproche souvent. Toujours, on le voit. Exactement, mais bon, ça c'est, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire calanqué? Calanqué, ça veut tout simplement dire apprendre. C'est joli ça, hein? Apprendre, voilà. Apprendre toujours des cultures des autres, voilà. de la musique. S'ouvrir, partager, voilà, apprendre c'est la convivialité, surtout partager, c'est un peu la base de la situation. Et la musique africaine, parce que c'est avant tout un partage, c'est pas un instrument qui va se jouer tout seul. En général, ça se joue en groupe, ça lie des liens, et puis voilà quoi. Alors faites-nous partager un peu de votre musique. On vous rend à votre djembé, et on vous remercie les Kalanké d'être avec nous. Ouais. Quelle sonorité, c'est génial, hein. On va remercier les Kalanké. Merci à vous. Et on retrouve notre coup de cœur. Bravo! Bravo les Kalanké, et on va se quitter avant de se quitter, mais on va retrouver notre coup de cœur d'aujourd'hui. Oh regarde ces yeux bleus, ce sourire. Cette musique, hein, vous avez envie de danser, non? C'est sympa, c'est assez sympa comme musique. Franck Grandis, merci d'être avec nous. Vous avez une aventure un peu particulière, et c'est pour ça qu'on avait envie de vous parler. Vous étiez chauffeur de bus à Marseille. Vous faisiez des lignes vers le nord de Marseille. Je faisais le nord, le sud, j'ai tout fait. Et si je vous ai demandé de venir nous parler, c'est pour nous raconter d'un moment d'une bascule de vie comme ça. Vous avez, en conduisant, vous avez rêvé à autre chose. C'est ça, voilà. Et vous vous êtes dit non, c'est pas forcément là que j'ai envie de continuer. Je voulais vivre au bord de mer déjà, c'est sûr. Et en tant que Marseillais, la mer c'est important, c'est primordial. Ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une belle bascule, c'est-à-dire de passer chauffeur de bus à restaurateur au bord de mer. Mon Dieu, mais comment ça s'est passé? C'était une vraie cascade dans une vie, ça, de passer une chance surtout, bus. c'était une grande chance parce que j'en rêvais et ça s'est concrétisé. Il faut beaucoup de courage quand même, parce que pour changer complètement de vie comme ça. Beaucoup de courage, parce que je veux dire, c'est pas évident On de passer chauffeur de bus à restaurateur. On a votre établissement à l'image, votre bébé, votre chouchou. C'est une merveille. Pour moi, c'est une merveille. Je veux dire, l'endroit où je suis, c'est une merveille. Est-ce que vos yeux sont devenus bleus après le restaurant? C'est ça, après. C'est à force de regarder la mer tous les jours. Les yeux sont devenus bleus. Racontez-nous, parlez-nous. Ici, on est à Saint-Cyr-sur-Mer dans les terres. Mais racontez-nous la vie des Lecs quand c'est l'été, quand c'est le feu sur la plage. L'été, c'est la festivité tout l'été, juillet, août, même juin, c'est sympathique. C'est le soleil toute la journée. C'est une plage incontournable. Merci d'être venu en parler. On vous retrouvera avec plaisir. Merci à vous et merci pour tous ces cirs. Et tous les autres restaurateurs qui sont passionnants et qui adorent cette plage. Nous, on adore aussi. Merci d'avoir été avec nous tout ce mercredi ici à Saint-Cyr-sur-Mer. On se retrouve bien sûr demain. Et n'oubliez pas d'ici là d'aller sur notre site internet France 3 Provençal. Vous cliquez sur le Trésor avec vous et vous retrouvez évidemment plein d'informations, nos invités, les rubriques casting, la lettre, notre nouvelle séquence. Exactement, des réclamations, Absolument. Vos idées, vos projets, n'hésitez pas, partagez-les avec nous et puis venez nous retrouver, tout simplement. Oui, on sera là demain, alors venez ici demain. Merci Franck. Merci Franck. On va aller se baigner maintenant. Il fait meilleur que moi. L'eau est